Alors, bienvenue à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui donc des défis énergétiques dans le monde. Pourquoi le monde? Pourquoi pas le Québec? Ben, c'est que le Québec, c'est important dans le monde, évidemment, mais c'est un cas particulier. Vous allez voir que le Québec se distingue un peu là, par rapport aux grands défis énergétiques à travers le monde. Je remercie d'avance là, des gens qui vont reconnaître peut-être des slides qui m'ont prêté au cours du temps, que j'ai emprunté, etc. Donc, je les remercie à l'avance. C'est vraiment un collage de plein d'informations que j'ai colligées au cours des récentes années. Donc, allez comme ça. Alors, pourquoi l'énergie, c'est si important? Ben, bon, pas tous, mais beaucoup s'entendent à savoir qu'il y a des grands défis au 21e siècle. Et selon Richard Smalley, là, qui est prix Nobel de chimie 96 et qui a découvert les fullerenes, on en reparlera un peu plus tard, ben, lui, il voit comme des grands défis, bon, l'énergie en premier, l'eau, la nourriture, l'environnement, la pauvreté. On pourrait discuter longtemps de savoir quel est l'ordre, puis qu'est-ce qui est le plus important, mais je veux juste rappeler des choses tout à fait simples qu'on prend pour acquis et qui n'est pas si simple pour dans certaines régions du globe, c'est qu'il y a quand même, au moment où on se parle, il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Il y a plus de 2 milliards de personnes pour qui la cuisson des aliments est pas évident. Et il y a des centaines de millions de personnes à travers le monde qui doivent ramasser ce que j'appelle en bon québécois du petit bois pour faire la cuisson et ils y passent 40 heures semaine. Donc, l'énergie, la pauvreté, la nourriture, l'eau, l'environnement, tout ça est relié. Et moi, je les mettrais tous égaux dans un sens, puis tout ça se parle mutuellement. Donc, le domaine énergétique est important parce que, comme vous pouvez le voir ici, ça se retrouve à tous les niveaux de la société. Purification d'eau, aller chercher de l'eau, l'agriculture, la santé, évidemment, le transport, le chauffage. Il faut de l'énergie pour extraire de l'énergie, il faut de l'énergie pour générer de l'énergie. C'est fondamental un peu partout. C'est tellement fondamental dans nos sociétés que, alors j'aime bien cette slide-ci, c'est l'histoire de la consommation d'énergie aux États-Unis. Alors, vous ne serez pas surpris de voir que ça commence en... Attendez, on va prendre un pointeur quand même. Donc, ça commence en 1776 avec la naissance des États-Unis. Et à cette époque, ben, on brûlait du bois. Donc, si on avait besoin d'énergie thermique, faire de la cuisson, chauffer de l'eau, c'était du bois. Et tranquillement, ben, l'humanité a développé ce qu'on appelle la machine à vapeur. Et puis, on s'est mis à utiliser tranquillement le charbon plutôt que le bois. Et et au fil du temps, on a découvert le pétrole aux États-Unis. Et puis là, le pétrole est devenu, à un moment donné, au fil des années, dans les années 40 à peu près, dominant, plus utilisé que le charbon. Tranquillement, on s'est mis à utiliser du gaz naturel. On a fait la découverte de l'énergie nucléaire dans les années 40, 50. On l'a utilisé à partir des années, fin des années 50, début des années 60. Et vous voyez que l'hydroélectricité et tout ça existe depuis longtemps, mais que c'est tout à fait marginal. Il y a facilement 65, 70% de notre production et consommation d'énergie qui provient du pétrole, du gaz naturel et du charbon. La seule bonne nouvelle, c'est de voir que le gaz naturel est montant, que le charbon s'en va diminuant, ainsi que le pétrole. Euh, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire puis à l'économie, ben on peut même voir la crise des années 30 ici, là, dans une diminution de la consommation d'énergie. Donc, il y a énormément d'informations. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire de l'énergie puis l'histoire de nos civilisations, c'est un petit peu relié. Donc, voilà quelque chose qui est plus à jour, donc que je suis allé chercher il y a quelques semaines. Donc, aux États-Unis, il y a plein de bonnes nouvelles, je vous dirais, c'est que le charbon s'en va diminuant. Le gaz naturel maintenant est une source tout à fait comparable maintenant au pétrole et je montrerai dans une slide pourquoi c'est une relative bonne nouvelle. L'énergie nucléaire est assez constante au fil des années. Et le renouvelable, donc les énergies renouvelables, là, je donnerai une meilleure définition de ce que j'entends par énergie renouvelable, mais rapidement, on peut penser à l'hydroélectricité, à l'éolien et au solaire. Ben, ça s'en va légèrement croissant, mais vous voyez encore que ce n'est pas encore le dominant tout ça.
Et je répète, il y a plein d'informations. Vous avez, il y a eu une mini-récession dans les années 80, vous la voyez ici. Il y a eu des problèmes économiques en 2008, vous le voyez ici. Et vous voyez qu'il y a eu la COVID qui fait que la consommation d'énergie a diminué temporairement. Donc, voilà là, un peu l'ensemble des données pour les États-Unis, mais je vous dirais, dans la plupart des pays, c'est quelque chose qui y ressemble. Alors pourquoi c'est une relative bonne nouvelle de passer du gaz naturel au pétrole ou à l'huile? C'est que par gigajoule, et là, je vous dis d'avant, on va parler de plein d'unités, des BTU, des horsepower, des watts, des gigajoules. La valeur n'est pas très importante, l'unité n'est pas très importante, ça va être des trucs comparatifs. C'est les ratios qui est important. Je vous demande juste de regarder les ratios et pas vraiment les valeurs, là, de savoir quelle est l'unité de mesure qu'on utilise. Alors, si on brûle du charbon, c'est du carbone pur. Pour le brûler, il nous faut évidemment de l'oxygène. On produit énormément de CO2. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on produit à peu près 112 kg de CO2 par gigajoule de création d'énergie. Si au lieu du charbon, on passe à l'huile, le mazout qu'on avait dans nos maisons, eh bien, à chose égale, on produit maintenant à peu près 2 fois moins de kilogrammes de CO2 par gigajoule. Et si on passe au gaz, eh bien, on est maintenant à 50 kilogrammes de CO2 par gigajoule. Et c'est clair, j'y reviendrai un peu plus longuement bientôt. Si on brûle de l'hydrogène au lieu de quelque chose qui est à base de carbone, bien, on aura 0 kg de CO2 par gigajoule de gigajoules, pardon. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le contenu en carbone est faible, moins la production de gaz à effet de serre sera importante. Donc, je reviens à ce graphique-ci. C'est relativement constant et je vous dirais même, il y a une légère diminution de la consommation totale américaine au fil des années. Là, on a un plafonnement, voire même une légère diminution. Et les gens pourraient dire, ben, ça va très bien dans le monde, on s'en va dans la bonne direction. Alors, il y a énormément d'informations ici. Ce qu'il faut voir, là, c'est un graphique de l'énergie consommée par personne et le produit national brut de ce pays-là. Et il semble avoir une corrélation assez linéaire, assez directe entre le produit national brut, si vous voulez, là, la création de richesse dans un sens, par personne et la consommation d'énergie par personne. Donc, on a beau avoir les Américains qui consomment un peu moins d'énergie puis qui produisent à peu près la même richesse. Vous pouvez déjà me dire où est le Canada? Bien, le Canada, là, des fois, on est fiers quand on bat les Américains. Bien, là, on les bat, on est au-dessus d'eux. On est les Canadiens, les Québécois sont des grands consommateurs d'énergie par personne pour un produit national brut qui est tout à fait comparable. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'Europe, où l'énergie est relativement plus chère, bien, produit à peu près la même richesse, mais en consommant 2 fois moins d'énergie. Le grand défi, alors pourquoi je dis que c'est des défis dans le monde, c'est que 50% de la population des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, mais 50% de la population consomme à peu près entre 10 et 20 fois moins d'énergie par personne que ces pays-là, ici, États-Unis, Australie, France et Canada et tout ça. Et là, qui sommes-nous pour leur dire, surtout, ne bougez pas de là, n'essayez pas de vous enrichir, entre guillemets. Et là, je ne veux pas embarquer dans le débat du bonheur et du produit national brut, là, tout ça. Est-ce qu'on vit mieux? Est-ce qu'on est plus heureux? Je ne m'en vais vraiment pas là. Mais qui sommes-nous pour dire, surtout là, n'ayez pas une maison individuelle, n'ayez pas une auto par maison, n'essayez pas, consommez ce niveau d'énergie-là et restez-y. Donc, c'est clair qu'il y a une pression des classes moyennes des pays dits émergents pour aller vers une plus grande consommation d'énergie. Et là, ça cause tout un défi global. Donc, je répète, là, les gaz à effet de serre, tout ça, c'est vraiment un défi là, planétaire dans ce sens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on consomme bon an, mal an. Des watts, c'est une puissance, donc c'est l'énergie par seconde, c'est pas si important. Donc, à tout moment, on consomme, on a besoin d'à peu près 15 terawatts. Donc, des terawatts, je vais aller prendre des notes, là, c'est 10 à la, il faut que je retrouve mes notes, 10 à la 12.
watts. À tout moment, on a besoin de 10 à la 12 watts sur la planète. Et vous voyez très bien ici qu'on a à peu près le 2 tiers qui provient de l'huile, du gaz et du charbon, biomasse, hydroélectricité, nucléaire et 10 renouvelables. Et en fonction de la pression démographique et aussi là, de l'amélioration de la qualité de vie de la plupart des gens sur la planète, on anticipe qu'on aura besoin d'un 15 terawatts supplémentaire dans les 25 prochaines années. Et je dis même à la blague, même au Québec, là, on commence à s'inquiéter qu'il va manquer d'électricité pour toutes sortes de raisons. Et donc, on veut produire plus d'énergie. Et donc, il y a une pression là, énorme de savoir, même en gardant toutes les choses constantes ici pour le 15 terawatts qu'on utilise déjà, d'où proviendront les 15 terawatts supplémentaires. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de disponible? Alors, voilà les grandes sources d'énergie. Évidemment, le charbon qui s'en va décroissant, comme je vous le disais, le pétrole dont on veut s'affranchir, le gaz naturel qui est un peu mieux que le pétrole, mais dont on veut s'affranchir, le nucléaire, je n'embarquerai pas dans le débat, mais c'est une source d'énergie dont on discute de plus en plus. Évidemment, je parlerai plus longuement du solaire, de l'éolien, de l'hydroélectricité, de la géothermie, de la biomasse. Ce dont je veux parler, c'est l'hydrogène. Donc, souvent, et au Québec aussi, on parle de l'hydrogène comme une source d'énergie. Alors, je veux pas être trop négatif, mais l'hydrogène n'est absolument pas une source d'énergie. Il n'y a pratiquement pas d'hydrogène disponible sur la planète. On doit le produire. Alors, je vous montrerai comment. Mais donc, l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie. C'est une façon de transformer l'électricité en gaz. Et ce gaz-là, maintenant, va être brûlé pour régénérer de l'eau. Donc, il y a au Canada une compagnie, Ballard, sur la côte ouest, qui est un grand leader dans le domaine de ce qu'on appelle les piles à combustible. Les piles à combustible ne sont pas nouvelles. Il faut stocker l'hydrogène. Donc là, voilà des prototypes. Je pense que personne ne veut se promener avec ce genre d'automobile avec les bonbonnes d'hydrogène sur le toit. Mais il y avait des prototypes comme ça qui vous permettaient, avec des piles à combustible, je vous montrerai rapidement comment ça fonctionne. Évidemment, un système hybride, parce qu'il faut accélérer, ça vous permettait de faire un 300 km, mais bon, c'était absolument pas très populaire. Ce qui a vraiment développé les piles à combustible et l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie, c'est les programmes aérospatiaux, navette spatiale, Apollo, Gemini, tout ça, parce qu'on voulait créer de l'énergie là-bas sans créer de CO2. Et donc, ça a mis un énorme, donc ça a été un tremplin du développement là, des piles à combustible. Et on l'utilise principalement au moment où on se parle pour des autobus, là, des choses en milieu urbain. Juste vous dire, à Québec, vous ne le savez peut-être pas, mais on a un réservoir à hydrogène pour les voitures à hydrogène. Il est sur le boulevard Amel. C'est le seul au Québec. Il y en a un autre sur la côte ouest. Et donc, si vous achetez une Mirai là, de Toyota qui fonctionne à l'hydrogène, si vous êtes à Québec, il y a moyen là, d'avoir sa réserve, ou en tout cas d'aller, en bon québécois, tanker de l'hydrogène sur le boulevard Amel. Alors, comment ça fonctionne rapidement, là? L'idée est toute belle, c'est vous avez de l'hydrogène qui rentre dans une genre de cellule, et de l'autre côté, vous avez de l'oxygène, et hydrogène plus oxygène forment de l'eau. Il n'y a absolument pas de production de CO2. Le problème, c'est que l'hydrogène, je vous le répète, il n'y a pas de réserve d'hydrogène. Et donc, pour créer de l'hydrogène, on doit faire la réaction inverse. On prend de l'eau, on peut prendre de l'électricité. Alors, l'hydrogène va être vert si votre électricité, pardon, est verte. Et si vous prenez du charbon, c'est un peu moins vert. Donc, il faut faire ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau pour générer de l'hydrogène. Donc, dans un sens, on part de l'eau, on prend de l'électricité, on fait de l'hydrogène, on brûle de l'hydrogène pour faire de l'électricité. Alors, tout ça n'est pas à 100%, il n'y a pas une efficacité de 100%. Donc, c'est vraiment un vecteur. C'est une façon de transporter de l'électricité à grande distance sans utiliser un fil électrique. Donc, il faut le voir comme ça. Ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur d'énergie. Donc, si je reviens à mes 15 terawatts, il n'y a pas l'hydrogène. Donc là, il y a ce que vous voulez, il y a toutes ces ressources-là. Et là, on va aller voir qu'est-ce qui est disponible, parce qu'on a beau vouloir utiliser une ressource, ça dépend de sa disponibilité, puis quelle est la quantité d'énergie
qu'on peut imaginer ou espérer obtenir de cette source. Alors, voilà toutes les sources d'énergie possibles. Alors, du côté non renouvelable, sachant qu'on utilise un 15-16 terawatts par année, il y a des réserves connues. Alors, je répète, c'est des réserves connues de 900 terawatts de charbon. Donc, on pourra brûler du charbon, c'est ce qu'on ne veut pas faire, mais il y a du charbon là, pour des décennies à venir là, si on venait à manquer de sources d'énergie. Même l'uranium, là, on pense que l'énergie nucléaire, c'est infini, ben, ça fonctionne à l'uranium. Et puis, les réserves connues, je répète, c'est 990 à 300 terawatts. Le pétrole connu, 240 watts qui nous attend, gaz naturel 215. Pour des raisons que j'ignore, cette référence met le vent de côté, j'y reviendrai. C'est tout à fait renouvelable, le vent, j'y reviens. Mais juste vous dire, l'hydroélectricité qui est très, très populaire au Québec, ben, si on voulait bâtir toutes les centrales hydroélectriques possibles sur la planète, on pourrait espérer un 3-4 terawatts supplémentaires. C'est pas partout dans le monde qu'il y a des chutes, il y a de l'eau et qu'on peut faire de l'hydroélectricité. Donc, les réserves potentielles là, d'augmentation, si vous voulez, d'hydroélectricité, c'est 3-4 terawatts. La biomasse, donc de faire de l'éthanol, par exemple, ben, si vous prenez 50% des terres arables et vous cultivez différents maïs, soya, ce que vous voulez pour faire du bioéthanol ou de la biomasse, ben, vous allez générer 2 à 6 terawatts, mais il va y avoir le coût, si vous voulez, des céréales qui vont augmenter. La géothermie, c'est très petit. Il y a évidemment les marées, mais donc il y a le vent. Le vent, ben, il y en a partout. On peut espérer aller chercher un 25 à 70 terawatts supplémentaires en mettant des éoliennes un peu partout sur la planète. Alors, le gros cercle jaune, ben, c'est l'énergie solaire. Ben, on reçoit 23 000 terawatts par année. L'autre façon de le voir, c'est qu'on reçoit en 1 heure du soleil ce qu'on consomme en 1 année. Donc, le rayonnement solaire, l'énergie solaire, c'est un énorme réservoir d'énergie. Et puis, donc, ultimement, là, c'est peut-être vers le soleil à long terme, si vous voulez, ou peut-être même à moyen terme, qu'on devra se tourner. Quelque chose que j'ai oublié de dire, là, le 15 terawatts supplémentaire qu'on doit faire dans les 25 prochaines années, juste vous donner un ordre de grandeur de la demande, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire comme Gentilly à chaque semaine pour les 25 prochaines années. Donc, 15 terawatts supplémentaires, c'est une demande énorme en infrastructure, mais également là, en consommation. Donc, sachant tout cela, les prédictions dans le domaine, ceux qui suivent là, le développement des sources d'énergie à travers le monde, prévoit, donc ça date déjà, je vous montrerai quelque chose qui va un peu plus loin. On prévoit donc que ben, si je vais avec le charbon, ça devrait décroître, c'est une bonne nouvelle. Le pétrole devrait plafonner, le gaz naturel devrait aller croissant, la biomasse, dépendamment des régions, devrait aller croissant. Le nucléaire, on pourra en débattre longtemps, mais c'est quelque chose qui devrait aller croissant. Et les renouvelables qu'on appelle l'éolienne solaire, des choses comme ça, devraient évidemment aller croissant. Et l'hydroélectricité, pour les raisons que je l'ai données, là, que les ressources hydroélectriques potentielles ne sont pas si évidentes à travers le monde, ben, c'est quelque chose qui restera toujours un peu marginal. Alors, c'est pour ça que je vous dis que le Québec est un peu particulier là-dedans, parce que chez nous, je pense que, je ne sais pas, là, je n'ai pas les chiffres ici, mais je ne serais pas surpris d'apprendre que 80% de notre électricité est hydroélectrique au Québec. C'est tout à fait l'exception plutôt que la règle à travers le monde. Donc, si on prend une compagnie pétrolière comme Shell, et je vous dis, les grandes pétrolières se tournent vers les énergies renouvelables. Dans le fond, les grandes pétrolières, eux, ils disent on vend de l'énergie et puis on s'en va vers les différentes nouvelles sources d'énergie. Alors, Shell prévoit en 2100, donc là, vous me direz 2100, ben moi, je ne verrai jamais ça. Mais moi, j'ai mes petits-enfants qui sont nés en 2020, donc je crois qu'ils vont connaître ça, eux. Donc, je connais des gens qui vont connaître 2100. Alors, selon la compagnie Shell, vous voyez, là, ça va être une genre de mosaïque de sources d'énergie.
Le solaire sera dominant, mais ne sera pas à 95%, donc autour de 35-40%. Le vent, l'hydroélectricité, la géothermie, on brûlera toujours du pétrole selon eux, les biocombustibles, le gaz naturel. Vous voyez, le nucléaire, il y aura du nucléaire, il y aura encore du charbon. Et donc, dépendamment, je vous dirais, des régions, des disponibilités, là, voilà la vision globale. Donc, la bonne nouvelle, je vous dirais, c'est que le vent, l'hydroélectricité, la géothermie, donc tout ce qui est renouvelable ici à gauche, devrait être dominant. Donc, voici donc ce qui est possible. Je me tourne maintenant plus vers les énergies dites renouvelables, un peu ce qu'on veut développer dans le futur, et surtout de l'électricité. Alors, je dis d'avance, tout ne fonctionnera pas à l'électricité. Peut-être que les voitures électriques seront non seulement dominantes, mais la seule façon de se déplacer dans un futur, mais tout ne fonctionnera pas à l'électricité. Donc, il y aura encore besoin probablement de pétrole ou même de charbon à certains endroits, ou même de mini-centrales nucléaires. Là, on pourra en débattre plus longtemps. Donc, si je me tourne vers l'électricité, on peut le faire avec l'énergie solaire, je vous montrerai comment, évidemment l'éolienne, l'hydroélectricité, la géothermie et la biomasse. Donc, géothermie, là, c'est vraiment là, la chaleur qui fait tourner des turbines et qui crée un peu l'équivalent là, de notre hydroélectricité, mais à partir de la vapeur qui vient du centre de la Terre. Alors, vous ne pourrez pas me répondre en temps réel, mais si je vous demandais quel est le plus grand producteur d'électricité dit renouvelable sur la planète. Donc là, chacun pense à des pays. Et puis, vous allez peut-être... Donc, le plus grand producteur d'électricité de sources renouvelables, c'est la Chine. Et c'est à peu près 2 fois plus que le Canada. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc, la Chine, c'est un énorme producteur d'électricité, d'hydroélectricité. Et le deuxième, c'est les États-Unis. Donc, on n'est pas très loin non plus. Là. On est un grand producteur d'hydroélectricité. Mais c'est quand même surprenant de penser que la Chine est le plus grand producteur d'hydroélectricité au monde. Je vous dirais par contre, il y a un bémol à ça, c'est que si on regarde leur consommation d'électricité, ben, c'est une petite fraction qui est générée de façon renouvelable. Aux États-Unis, c'est le même problème. Le Canada, donc, on est assez électricité renouvelable. Il y a même des pays, là, je suis allé voir ici la Norvège, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un exportateur d'électricité. Ils en produisent plus qu'ils en consomment. Mais vous voyez, la Chine, ce qu'il faut comprendre, là, c'est quand, si on ne tient compte que de la population, là, le Québec, c'est une ville moyenne grosse ville chinoise. Et, et, et donc, la consommation d'énergie n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, même si par capita, là, je vous ai montré, là, c'est 10-20 fois moins qu'un Canadien moyen. Au Québec, si je vais vers le Québec, ben, on connaît bien les centrales hydroélectriques, on en parle beaucoup récemment. Donc, je vous dirais, c'est technologique, mais c'est économique et c'est éminemment politique. Ça coûte à peu près, puis là, je ne vais pas débattre trop les chiffres, mais c'est un ordre de grandeur. Ça coûte à peu près 4,5 sous le kilowattheure maintenant pour faire de l'hydroélectricité. Les centrales c'est de plus en plus loin. C'est sûr que les centrales qui étaient les plus accessibles, les plus potentiellement puissantes, ont été fabriquées, construites plutôt. Et donc, produire de l'hydroélectricité au Québec, ça va vers un coût qui s'en va croissant. OK? On est autour de 4,5 cents les kilowattheures, mais c'est un coût qui s'en va croissant. De l'autre côté, il y a l'éolien, on en voit de plus en plus, c'est de plus en plus populaire, là. Ça s'en va vraiment exponentiel, mais ça part de tellement loin. Le pourcentage d'électricité qui est fabriqué à partir de l'éolien est tellement marginal que ça s'en va exponentiel, mais ça reste encore marginal. Moi, je vous répète ce que j'ai su de certaines personnes au Québec. Si on veut faire 1 watt de plus d'électricité au Québec, maintenant, l'éolien coûte moins cher que l'hydroélectricité, ou tout à fait, ou est comparable. Donc, au Québec, maintenant, l'éolien, faire des centrales éoliennes, si vous voulez, est tout à fait comparable au niveau du coût. Donc, les coûts s'en vont décroissant pour l'éolien. Le gros problème entre l'hydroélectricité et l'éolien,
c'est que l'éolien, ben, c'est intermittent. Et donc, ça ne produit pas, c'est pas une source de production qui est constante sur laquelle on peut se fier. Et donc, il faut stocker. Donc, en surplus, il faut stocker de l'énergie potentielle électrique. Donc, dans certains pays, ben, qu'est-ce qu'on va faire? En surplus d'électricité éolien et ou solaire, c'est le même problème. On va pomper de l'eau et on va créer artificiellement une réserve d'eau et on va faire une centrale hydroélectrique lorsqu'il ne pleut pas, lorsqu'il ne vente pas ou il ne fait pas soleil. Alors encore, là, le Québec est tout à fait avantagé parce que la plus grosse batterie d'électricité en Amérique du Nord, c'est nos réservoirs hydroélectriques. Donc, s'ils ne vendent pas, on va ouvrir nos centrales hydroélectriques, on va produire l'électricité dont on a besoin, mais ce n'est pas vrai partout sur la planète. Et donc, le stockage de l'énergie électrique produite par l'éolien est un défi. Il va falloir faire des méga batteries, pomper de l'eau ou des batteries électrochimiques classiques, mais il faut stocker l'énergie parce que c'est intermittent. Donc, juste dire, ça s'en va décroissant le coût de l'éolien. Le soleil, alors ça, c'est vraiment l'hydrogène qui est la source d'énergie, c'est très clair. Et donc, on fait de la fusion nucléaire au niveau du soleil et à partir de l'hydrogène, on crée énormément d'énergie. Cette énergie-là se rend à notre planète et à nos latitudes, on reçoit, donc là, je ne veux pas être trop dire, technique. Donc, le visible, c'est à peu près entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc, on voit, notre œil perçoit entre 400 et 800 nanomètres. L'ultraviolet est ici et en haut de 800 nanomètres, c'est ce qu'on appelle le proche infrarouge. Donc, à nos latitudes au Québec, on reçoit en moyenne, lorsqu'il fait un soleil, un 1000 watts par mètre carré. Donc, on reçoit 1000 watts d'énergie solaire par mètre carré de surface. C'est clair qu'en Arabie Saoudite, on est plus à 1500 watts par mètre carré, mais c'est quand même un 1000 watts par mètre carré. Vous connaissez sûrement des cellules photovoltaïques au silicium. On en voit un peu partout, là, sur les panneaux d'Arestop. Vous avez un petit panneau là, photovoltaïque qui permet, d'après moi, d'alimenter le stop pour qu'il soit éclairé le soir ou qu'il clignote. Donc, il y a des panneaux comme ça photovoltaïques un peu partout. Il y en a sur notre campus. Et donc, je répète, on reçoit un 1000 watts par mètre carré gratuitement partout. Ce n'est pas un enjeu géopolitique. Le soleil est quand même partagé par tous les pays. Il n'y a pas de monopole du soleil. Et donc, avec des piles solaires, des cellules solaires, pardon, photovoltaïques à base de silicium, qu'on connaît assez bien, le rendement de conversion, c'est à peu près un 15 Qu'est-ce que ça veut dire, 15 de conversion? C'est que si je reçois 1000 watts par mètre carré, avec une cellule photovoltaïque à base de silicium, je peux générer un 150 watts. OK? Ces panneaux-là coûtent à peu près 1 canadien par watt. Ce n'est pas si important. Ce qu'il faut comprendre, qui va être important peut-être un peu plus tard, c'est que c'est à base de silicium. Il y a du silicium dit P, positif, si vous voulez, et du silicium N. Certains transportent ce qu'on appelle des trous d'électrons. Ça, c'est les P pour positif, si vous voulez. Et N pour négatif, transporte des électrons. Et dans le fond, c'est l'effet photovoltaïque. Vous éclairez le silicium, ça génère des charges électriques qui vont à leurs électrodes respectives et ça génère ce qu'on appelle un photocourant. Ce n'est pas si important. 1000 watts par mètre carré à nos latitudes. Si vous avez un panneau de silicium par mètre carré, c'est à peu près 150 watts de production. Alors, c'est beau d'avoir ça sur notre maison, mais il y a le concept de ce qu'on appelle des fermes solaires. Donc, l'idée, c'est de faire des méga champs de cellules photovoltaïques, de panneaux photovoltaïques à base de silicium. Euh, Par exemple, ce n'est pas le seul pays, mais l'Arabie saoudite y va grandement. Euh, est consciente, l'Arabie saoudite et la plupart des pays pétroliers est conscient que le pétrole ne sera pas là pour toujours. Ils regardent donc les sources alternatives d'énergie. Et je suis allé chercher cette information-là tout récemment. L'électricité par énergie solaire en Arabie saoudite, au moment où on se parle, là,
c'est rendu à 1,4 cents par kilowattheure. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, nos barrages hydroélectriques, on était à 4,5. L'éolien s'en va vers ces chiffres-là. Et l'énergie solaire, l'électricité par énergie solaire en Arabie Saoudite, là, est rendue à des prix tout à fait compétitifs. Vous voyez même un peu d'éolien dans le champ. Il y a la mer Rouge qui n'est pas trop loin, donc ils veulent même faire de la production d'hydrogène photoélectrique à partir des cellules photovoltaïques et donc devenir un producteur aussi d'hydrogène. Je répète, l'hydrogène, c'est juste une façon, pardon, de convertir l'électricité en un vecteur qui sera brûlé ultérieurement et peut-être à plus grande distance. Donc, voilà les grandes tendances à travers le monde. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est en quoi, moi je suis professeur de chimie des polymères, département de chimie de l'Université Laval, en quoi ça m'intéresse, en quoi la chimie des polymères peut être reliée aux énergies, en particulier aux énergies solaires. Donc, j'ai essayé de vous en faire un peu la démonstration dans les 15 minutes qui restent. Donc, je travaille, je ne suis pas le seul à travers le monde. Donc, les polymères, ce sont des plastiques, une autre façon de le dire. Et il y a une nouvelle génération de polymères qu'on appelle conducteurs qui ont des structures tout à fait particulières. Ce n'est pas important d'être chimiste, il faut juste voir qu'il y a toujours alternance de ce qu'on appelle d'une liaison simple et d'une liaison double. Toutes les structures que je vais vous montrer ont cette alternance-là. Et ça permet d'avoir dans des plastiques des électrons qui sont relativement mobiles. Et si les électrons sont mobiles dans une structure, dans un matériau, bien, on peut espérer d'avoir de bonnes propriétés électriques. Donc, ce type de polymère dit conducteur peut avoir des propriétés de semi-conducteur à conducteur. Ils absorbent fortement dans le visible, ils peuvent même être fluorescents. Et ils ont les propriétés mécaniques classiques des plastiques, c'est-à-dire flexibilité, légèreté par rapport aux métaux, etc., etc. Ce que je dis souvent, ce que je dis tout le temps, c'est que si vous ne vous intéressez qu'aux propriétés électriques des matériaux, ce ne sont pas les meilleurs matériaux disponibles. Prenez de l'or ou de l'argent. Si vous vous intéressez aux propriétés optiques, ce ne sont pas les meilleurs colorants sur le marché. Il y a nettement de meilleurs colorants comme l'indigo, par exemple, pour faire les jeans. Et si vous vous intéressez qu'aux propriétés plastiques du matériau, ce ne sont pas les meilleurs matériaux polymères. Par contre, si vous voulez dans le même matériau les trois propriétés simultanément, donc de bonnes propriétés électriques, de bonnes propriétés optiques et de bonnes propriétés mécaniques, cette classe de matériaux est tout à fait unique et particulière. Et de fil en aiguille, au fil du temps, c'est un domaine qui a maintenant au moins une quarantaine d'années. On parle maintenant d'électronique organique. Vous avez sûrement entendu parler des OLED, Organic Light Emitting Diodes. Donc, on sait faire maintenant des diodes électroluminescentes qui sont à base de produits à base de carbone, de plastique ou de molécules organiques. On sait faire des transistors et on sait faire, je vais vous montrer des exemples, des cellules photovoltaïques tout à fait flexibles, légères et tout à fait modulaires. Donc, on est capable maintenant, avec des composés synthétiques à base de carbone, de compétitionner, en tout cas d'espérer de compétitionner avec ce qu'on appelle la microélectronique qui est à base de silicium. Donc, on n'appelle pas la Silicon Valley pour rien. Toute la microélectronique est basée sur du silicium ultra pur et on commence à voir qu'il est possible de faire autrement et d'utiliser des matériaux différents du silicium. Par exemple, ce qui est possible de faire avec ces matériaux-là, c'est d'en faire des encres et de les imprimer. Donc, on parle d'électronique imprimable et ça s'imprime comme du papier journal. Donc, faire de la microélectronique à base de silicium, c'est des salles blanches, il faut évaporer, c'est extrêmement pur, c'est extrêmement propre. Là, on peut faire quelque chose qui ressemble plus à imprimer du papier journal. Et ce qu'on espérait, c'était de faire de la microélectronique pour des petites applications. Par exemple, d'avoir un cellulaire dont l'endos est une cellule photovoltaïque. Et donc, pendant qu'on le laisse sur la table dans la journée, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, ça va recharger la pile au lithium rechargeable. Donc, on n'aura jamais à le brancher, là, si vous voulez, avec une fiche électrique. On pourrait avoir un sac à dos photovoltaïque qui permet de stocker de l'énergie. On peut ouvrir quelque chose qui est comme une, je sais pas moi,
une nappe, si vous voulez, et ça va vous permettre de faire fonctionner votre cellulaire, votre iPad, votre ordinateur. Dites-vous, j'avais dit au début, il y a plus de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors, ce genre de technologie-là, photovoltaïque légère, déployable, permet de générer de l'électricité in situ, sur place. Donc, ça peut changer la vie de certaines personnes de pouvoir générer de l'électricité directement à partir du soleil, juste en ouvrant un panneau qui est tout à fait léger. On a ici un arrêt d'autobus, c'est une photo qu'on a prise nous-mêmes à San Francisco. Et ce qu'il faut voir, là, c'est que là-dedans, il y a des cellules photovoltaïques qui sont imbriquées dans la toiture. Et ça, pendant le jour, recharge une pile au lithium qui fait que cet arrêt d'autobus est éclairé le soir. Donc, ça permet d'illuminer cet arrêt d'autobus. C'est probablement l'arrêt de bus le plus cher au monde, mais c'est quand même quelque chose qui avait été démontré. L'autre chose où on voit de grandes applications, c'est de faire des panneaux, des cellules photovoltaïques semi-transparentes. C'est tout à fait impossible avec le silicium. Le silicium est tout à fait opaque, vous ne pouvez pas voir à travers. Mais dans ce cas-là, on peut faire des films très, très minces avec des électrodes semi-transparentes très minces et faire de la fenestration. Donc, on peut générer de l'électricité tout en teintant, si vous voulez, les fenêtres. Et donc là, je vais vous montrer quelque chose qui vient d'être fait en 2022. C'est un bâtiment Novartis, c'est leur salle de conférences, de congrès, d'exposition à Bâle, en Suisse. Et ce qu'il faut voir là, c'est que tout l'extérieur ici, ce sont des panneaux photovoltaïques plastiques semi-transparents auxquels on a couplé des diodes électroluminescentes, auxquelles il y a probablement une pile au lithium. Et donc, dans le jour, la cellule photovoltaïque va charger la pile au lithium et le soir, vous pouvez faire de l'affichage comme ça lumineux. Donc, là encore, c'est peut-être pas l'énergie solaire la moins chère sur la planète, mais ça vous montre là, le genre de fantaisie où on peut espérer. Mais évidemment, le but, c'est de faire une application qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus terre à terre pour générer de l'électricité là, à bas coût. Alors, rapidement, comment ça fonctionne ceci? Je ne vais pas être trop technique, mais pour une cellule photovoltaïque, il vous faut toujours une électrode qui est transparente. Donc, soit c'est du verre, soit c'est du plastique. Il y a une électrode qui s'appelle ITO, Indium Tin Oxide. Si j'ai le temps, j'en parlerai à la toute fin. Donc, vous avez dans votre écran d'ordinateur, dans votre télé, dans votre cellulaire, vous avez une électrode transparente qui est à base d'ITO, d'Indium Tin Oxide. Donc, panneau solaire, affichage, tout ça, ça utilise des électrodes transparentes. Et il y a une contre-électrode. Donc, si vous ne voulez pas être transparent, ben, ça s'appelle l'aluminium. Mais sinon, si vous voulez faire des cellules solaires qui sont carrément semi-transparentes, il faut que de l'autre côté, vous ayez également une électrode LiTo. Ce dont je veux vous parler rapidement, c'est qu'on sait faire des semi-conducteurs organiques qui remplacent le silicium. Si vous vous souvenez, il me fallait du silicium qui transporte des charges positives, il me fallait un silicium qui transporte les charges négatives. L'équivalent de ça au niveau organique, c'est ce genre de polymère-là, P3HT, c'est pas important, qu'on mélange avec du fullerène là, de M. Smalley. Et donc, ceci est un semi-conducteur de type N, transporte les charges négatives. Ce polymère, donc, qui donne la matrice, c'est un polymère qui transporte les charges positives. On les mélange ensemble et ça donne une cellule photovoltaïque. Alors, qui a pensé à ça? C'est quelque chose qui a été imaginé il y a une trentaine d'années par Alan Eger. Et ce monsieur Alan Eger, c'est une photo il est venu ici en 2008, c'est une photo qu'il m'avait donnée à l'époque. Il a gagné le prix Nobel de chimie en 2000 pour ses travaux justement sur les polymères conducteurs. Et je vous dirais, je pense qu'il est encore plus content en montrant sa cellule, c'est comme stretchable, là, si vous voulez, là, photovoltaïque à base de P3HT et de fullerène. Ça avait un taux d'efficacité de 2-3 à l'époque. Et il avait fondé une compagnie Konarka qui est reliée à un dieu du soleil indien. Et donc, c'était vraiment les pionniers dans le domaine des cellules solaires plastiques. On a travaillé avec eux. Oui, on a travaillé avec eux et donc on a développé des nouvelles classes de polymères. C'est mes étudiants. Il y avait Jean-François Morin, qui est maintenant un collègue, qui avait développé des polymères à base dits de carbazole pour faire des diodes électroluminescentes bleues.
Et à la fin de sa thèse, c'était écrit ça ne fonctionne pas pour les diodes, mais ce serait de bons matériaux pour faire des cellules solaires. Donc, un deuxième étudiant, d'autres étudiants ont continué, dont Nicolas Blouin. Et avec Konarka, on a franchi le barre du 6%. Et donc, on avait franchi le 5-6%. Ça permettait d'espérer là, de compétitionner tranquillement avec le silicium. Je répète, le silicium, c'est à peu près un 15% d'efficacité. De fil en donc 2009, Konarka n'a pas survécu. On espérait obtenir rapidement 10%, 10 ans de vie, 10 sous le kilowattheure. Et donc, Konarka a malheureusement disparu du circuit, mais les gens ont continué à travailler là-dessus. Et avec une équipe chinoise récemment, là, on a franchi, mais vous voyez, il y a 10 ans entre les deux, on a franchi la barre du 15%, mais sans être trop chimiste, là, je ne sais pas si vous voyez, mais les structures se compliquent drôlement. Donc, première génération, voilà, un polymère tout à fait simple avec du fullerène. Ce que j'appelle deuxième génération avec du fullerène toujours. Et voilà ce qu'on appelle troisième génération. Et donc, c'est des polymères extrêmement compliqués. Il y a des doubles liaisons dans l'axe de la chaîne principale. C'est bidimensionnel. On a remplacé le fullerène par des molécules synthétiques. Et tout ça a une raison d'être, mais c'est pratiquement aussi compliqué que de faire des médicaments. Donc, si on veut faire de l'énergie solaire à faible coût, là, c'est pas évident. Plus on complique la synthèse des matériaux, ben, plus on rend le coût plus élevé de ces dix matériaux. Donc, on est loin des polymères, là, j'allais dire, de commodité, là, bas de gamme, qui coûtent à peu près 1 $ le kilo. On est vraiment dans un autre ordre de grandeur pour le moment. Donc, juste dire l'impact de ces deux travaux-là, avec Liger à l'époque, avec Yim-Ping Zhou, qui est une ancienne postdoc de mon groupe, ces deux papiers-là montraient un peu l'impact des travaux qui ont été faits à l'Université Laval, ont reçu près de 10 000 citations au moment où on se parle. Donc, c'est vraiment des choses qui ont eu de l'impact dans le domaine. Et les étudiants là, qui ont travaillé dans ces thématiques-là se sont évidemment trouvés des emplois à Québec, au Canada, mais également aux États-Unis, en Australie, en France et en Angleterre, pour en nommer quelques-unes. Donc, ça a eu un rayonnement quand même international assez important. Toujours dans le même domaine, je ne veux pas faire un cours de chimie, on veut simplifier la synthèse. Donc, si vous simplifiez la synthèse, vous allez diminuer le coût de revient de vos matériaux. Et donc, pour faire ce genre de semi-conducteur plastique là, qui transporte des trous d'électrons, ben, il faut faire cette réaction-là et ça sous-entend des précurseurs qui contiennent de l'étain organique. Et l'étain est tout à fait toxique et cette synthèse-là, vous pouvez la faire au laboratoire là, à l'échelle de quelques milligrammes, mais c'est totalement impossible d'en faire des kilos de façon industrielle. Donc, même si vous faites un bon matériau avec une synthèse assez connue et assez classique dans le domaine de la chimie des polymères, vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle un transfert technologique. Et on a développé et breveté une nouvelle méthode de polymérisation où les réactions se font à partir de liens CH et de liens CBR. Donc, le sous-produit de réaction, c'est juste de l'acide bromique. Et donc, c'est une réaction qui est beaucoup, beaucoup plus, entre guillemets, verte. Donc, on a publié en 2012 là-dessus avec plein de co-auteurs, plein d'étudiants. Et on appelle ça le coup gagnant, là. Vous connaissez sûrement le curling. Donc, on a sorti l'étain de la partie. Et avec une seule pierre, on est allé la positionner au bon endroit. Donc, on nous permet d'avoir des hautes masses molaires. C'est de la chimie qui est plus acceptable au niveau environnemental. On diminue le nombre d'étapes et c'est clairement plus économique. Et ça a amené la création d'un spin-off en mauvais français d'une compagnie ici à Québec à partir d'étudiants de mon groupe de recherche qui s'appelle Brian Matters. Donc, Brian Matters travaille dans les cellules solaires plastiques. Ils font les matériaux pour ce genre de technologie-là. Les deux premiers ici, Philippe Berroy et Jean-Rémy Pouliot, ont fondé la compagnie en 2016 dans nos murs. En 2017, un autre étudiant, François Garnier, s'est joint à eux. Donc, en 2017, ils étaient trois. Et voilà une photo que j'ai reçue d'eux là, tout récente. Donc, même eux ont vieilli un petit peu. Donc, les trois cofondateurs, il y a maintenant près d'une vingtaine d'employés à Saint-Augustin-de-Desmaures. Ils ont maintenant leur propre bâtisse et installation et ils travaillent un peu avec plein de compagnies là, pour développer, ben, je vais vous montrer,
Ils font les matériaux de base, ils font les polymères et ils travaillent avec des compagnies au Brésil, en Grèce, en France, probablement au Japon. Ils font les matériaux semi-conducteurs, les polymères, les accepteurs et ils travaillent avec des gens qui impriment des cellules photovoltaïques, qui font des petits trucs comme ça, mais qui peuvent faire énormément de mètres carrés, là. Je répète, ça s'imprime un peu comme du papier journal avec une technique qu'on appelle roll to roll. Donc, c'est quelque chose qui s'en va grandissant. Rapidement, je reviens avec ma cellule photovoltaïque de base. J'ai parlé de l'ITO, là, indium tin oxide. Donc, l'indium est un métal relativement rare dont le prix s'en va croissant parce que, je répète, il est utilisé dans tous les écrans. Et la grandeur des écrans s'en va de plus en plus grandissant, si on veut. Les panneaux, l'affichage, les téléviseurs s'en vont grandissant et tout ça. Et donc, la demande en ITO, en électrode transparente, c'est le seul matériau. L'ITO a 95 du marché des électrodes transparentes. C'est un marché de plusieurs milliards de dollars. C'est utilisé dans les cellules solaires, mais c'est utilisé dans énormément d'applications. Et c'est un minerai, pardon, relativement coûteux et de plus en plus rare. Et donc, il y a beaucoup de travaux pour remplacer l'hélium oxyde et de faire, dans un sens, une cellule solaire qui serait tout organique, juste à base de produits à base de carbone. Et donc, nous, on développe, là, notre dernier bébé, on développe de nouveaux polymères qui sont relativement transparents, c'est un peu bleuté quand même, relativement minces, on peut les imprimer de façon relativement simple et qui conduisent l'électricité en même temps. Donc, l'idée de l'ITO, là, sa grande force, c'est qu'il conduit l'électricité et qu'il est transparent en même temps. L'aluminium ne le fera jamais, l'or ne le fera jamais. Donc, juste vous montrer, là, le produit commercial, l'ITO sur plastique, une transmittance d'à peu près 78 il laisse passer 78 de la lumière dans le verre, a une résistance ou une conductivité ou une résistance au lieu de 100 ohms par square. Et nous, là, déjà, on est à 79 de transmittance, puis au lieu de 100, on est à 115, donc on est un petit peu plus résistif, on est moins conducteur, mais on s'en va là, compétitionnant avec tout ça. J'ai rempli à peu près le mandat de 50 minutes. Ce qui est important de dire, c'est que le professeur est souvent le porte-parole, mais il travaille rarement seul, à vrai dire. Pratiquement impossible de travailler seul, en tout cas dans ces domaines-là. Donc, voilà l'équipe à peu près qu'on avait l'été passé dans mon groupe de recherche. Et sur ce, je vais terminer et je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà. Je vais peut-être. Beaucoup, Ah, Monsieur Leclerc. C'était vraiment intéressant de vous entendre sur le sujet. J'ai eu deux questions, en fait, là, dans les commentaires. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui souhaitent en écrire ou en poser. Il y a, en fait, François Grégoire qui demande quels sont les domaines d'études et les professions d'avenir appliquées si on souhaite travailler dans le solaire ou l'éolien? écoutez, je vais peut-être stop sharing, là. Bon. Euh, Écoutez, l'éolien, là, c'est une industrie qui existe. Donc, je ne sais pas, moi, le génie mécanique, le génie électrique, il y a énormément d'ingénierie à faire là-dedans, l'aérodynamique des pales et tout ça. Donc, tout le côté génie mécanique, génie électrique, génie des matériaux, c'est vraiment là-dessus. Le solaire, il reste encore des travaux là, sur, j'allais dire, la chimie des matériaux, le génie des matériaux, là encore, l'ingénierie de tout ça. Donc, des fois, on fait des systèmes, mais on peut améliorer leur performance. Juste dire, les panneaux photovoltaïques à base de silicium, ça coûte à peu près 1 $ le watt, si vous voulez, mais l'installation coûte encore 1 $ par watt de plus. Donc, l'installation, la fabrication, le montage du tout ça est encore quelque chose qui est relativement cher. Et donc, il y a énormément d'optimisation là-dedans. Donc, le domaine, la plupart des domaines, même l'économie là-dedans est important, l'administration, il y a énormément de façons de contribuer dans un sens, à mon avis. Merci pour la réponse. Il y a quelqu'un qui, Israël Auclair demande quelle est votre opinion sur l'énergie nucléaire? Je vous vois déjà rire. Ouais, ben, écoutez, il y a énormément, mais ça se peut que ce soit une énergie de transition.
Donc, ça se peut qu'on y revienne. On a fermé une centrale nucléaire, c'est la seule qu'on avait au Québec. Là, avant de la démolir, je pense que les gens sont en train de discuter, est-ce qu'on ne va pas la repartir? Il y a des centrales nucléaires portatives sur des bateaux dans certains pays pour aller mettre de l'énergie dans une mine très au nord, puis vous avez besoin d'électricité. Ça se peut que ce soit une énergie de transition, puis qu'à court terme, elle produit relativement moins de CO2 que de brûler beaucoup de choses. Et donc, ça se peut que temporairement, ça s'en va croissant, puis qu'à un moment donné, on revienne avec d'autres alternatives. Mais personnellement, je ne serais pas, pardon, surpris que le nucléaire s'en va grandissant. Puis là, on peut débattre, est-ce que c'est ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Ouais, c'est Et peut-être un autre sujet, effectivement. chaque pays est autonome aussi, hein. C'est, comme je dis, là, qui sommes-nous pour leur dire, il ne faut surtout pas aller là. En France, le nucléaire, c'est la façon de faire l'électricité, hein. Puis, là, eux, c'est un peu le contraire. Je ne serais pas surpris que c'est du 75-80 qui vient du nucléaire, de l'électricité. Il y a Rémi qui demande au Québec, est-ce qu'on stocke de l'énergie par gravité en utilisant autre chose que les barrages? Par Pas à ma exemple, en connaissance. utilisant des grues qui soulèvent des blocs de béton ou des Pas à ma anciennes. pas à ma connaissance. Ok. Rapidement, là, ce fameux truc de stockage, moi, j'ai vécu en Allemagne, en tout cas, je connais assez les Allemands. Il n'y a pas beaucoup de gouttes de pétrole en Allemagne, mais il y a beaucoup de besoins en énergie. Et donc, eux, ils veulent miser sur l'éolien puis le solaire. Et c'est un pays qui a mis beaucoup d'argent sur le solaire. Et donc, eux, ils veulent pomper de l'eau, créer des lacs artificiels et puis faire un genre de centrale hydroélectrique c'est nuageux. C'est souvent nuageux, hein, en Allemagne. Et donc là, il y a tout un débat environnemental. L'autre chose qui s'est parlé, c'est juste montrer l'ampleur des besoins à un moment donné. Ils voulaient acheter des terrains en Afrique du Nord, dans le désert, faire des fermes solaires. Ils appelaient ça l'autoroute de l'énergie. Passer des câbles en dessous de la Méditerranée, vendre de l'électricité au pays, puis remonter tout ça en Allemagne. Donc, c'est des enjeux là, économiques et environnementaux. Et aussi, il y a des sous, il y a des coûts énormes là-dessus, là. Ouais. Non, au Québec, je suis pas au courant de. Moi, ce qu'on m'a dit, j'étais avec des gens d'Hydro-Québec, vous savez, l'Amérique du Nord, c'est nos barrages. C'est une façon de stocker de l'énergie dans ça. Allez, on a quelques questions qui ont popé, puis il nous reste pas beaucoup de temps. Donc, je vais poser une question d'Annie Maxé. Avec les dangers des polluants dans l'eau potable liés à la batterie lithium-ion, de quel est votre avis sur Nordvolt? Peut-être que c'est Ouais. un peu Là, politique. c'est au-delà de mes. J'ai un collègue, là, il est peut-être encore en ligne, Dominique Larivière, qui travaille là-dessus, il est en chimie environnementale. Là, vous sortez non seulement de ma zone Du de champ de confort, compétences. mais j'ai aucune opinion qui peut être appuyée par quoi que ce soit, là. Désolé. C'est pas que OK. je ne veux pas y répondre, c'est juste que. Ben oui, c'est correct. je- Annie dit merci. Bonjour. De Médéric, bonjour. Selon vous, est-ce que la production d'hydrogène vert est une bonne solution de stockage pour les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire? Absolument oui. C'est juste que des fois, on confond que c'est une source d'énergie, puis donc il vous faut de l'énergie, puis c'est pas efficace à 100%. Donc l'hydrogène, c'est une façon, écoutez, là, tout à fait, on brûle de l'hydrogène en forme de l'eau, là, en forme de l'eau chaude dans un sens. Donc, pour les milieux urbains, ça va très, très bien. À Vancouver, je pense qu'il y a des autobus de la ville, entre guillemets, là, qui fonctionnent à l'hydrogène. À Charlevoix, on a un train, là, si vous prenez le train, le petit train pour aller à Charlevoix, il fonctionne à l'hydrogène. Euh, Moi, on m'a offert une Miraille à un moment donné pour la tester. Euh, c'est la disponibilité de tout ça, là, de stocker de l'hydrogène et tout ça. C'est pas encore réglé au niveau scientifique. On travaille encore avec de l'hydrogène qui est sous pression dans des bonbonnes de gaz. Et ça, là, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas évident, là, c'est un petit peu encore stressant. Donc, il y a d'autres façons plus de stabiliser l'hydrogène là, dans des sortes d'absorbants, si vous voulez, mais économiquement, on n'est pas encore là. Donc, ce n'est pas encore quelque chose qui est économiquement rentable, l'hydrogène.
Merci pour la question. Il y a une dernière question peut-être de Thierry Lefebvre. Ouais. Oui, qu'on connaît, quelle pourrait être la contribution des cellules photovoltaïques organiques à l'énergie mondiale dans OK. le futur? On va être très franc, là. En production d'énergie totale, à moyen terme, même à court terme, moyen terme, ça va être très, très négligeant. Où on le voit très bien, c'est où on ne veut pas de batterie, on veut des choses autonomes. Donc, par exemple, dans le projet Sentinelle-Nord, on avait un projet. Il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité, puis il y a des, je sais pas, des centrales ou des choses qui mesurent la météo ou l'environnement. Puis au lieu d'aller changer les batteries périodiquement, on va mettre des cellules photovoltaïques, puis ça, très léger. L'autre chose, les cellules photovoltaïques organiques fonctionnent même mieux que le silicium à l'intérieur. Donc, toute la domotique pourrait fonctionner avec des cellules photovoltaïques. Mais au niveau de production d'énergie totale, c'est tout à fait marginal au moment où. Mais pour certaines personnes, ça va changer leur vie. Il y avait une compagnie anglaise là, qui vient de Richard Friend qui s'appelait 819. C'est le temps que prend la lumière d'arrivée du soleil sur la Terre. Et lui, le but, c'était de donner dans les pays où il n'y a pas d'électricité des cellules photovoltaïques pour créer dans la tente, dans la maison, de pouvoir allumer une ampoule le soir puis pouvoir faire autre chose que quand il n'y a plus d'éclairage dans le village. Donc, c'est très, très ponctuel, mais ça peut être très important. Mais au niveau quantité, ça va être négligeable au moment où on se parle. Donc, non, je suis le premier à le dire. Merci beaucoup pour les réponses. C'est vraiment apprécié. Bien, merci pour cette conférence très à propos. Puis je pense qu'il y aurait eu d'autres questions si on avait laissé les micros ouverts le temps filer. Donc, ce n'est que partie remise, disons-le comme ça. Donc, merci pour votre temps, Mario. Puis à tous ceux qui s'intéressent au sujet, n'hésitez pas à nous suivre aussi. On a plein de beaux contenus qui s'en viennent sur ces sujets-là. Puis on vous invite à être des nôtres le 15 octobre pour la prochaine conférence grand public. Je vous souhaite à tous une belle journée. Merci beaucoup.